Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ici Éric Laliberté. Et Brigitte Avouni de Bottes et Vélo. Bien, on est bien heureux de se retrouver avec vous pour vous parler de la programmation 2019. C'est celle de 2019 qu'on a ramenée en 2022, mais on avait bien hâte de vous partager toutes ces activités-là qu'on prépare pour l'année prochaine. Alors, juste nous présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui, je vais continuer OK, de c'est mettre ça, les les gens gens, il qui y a des arrivent gens en qui retard. continuent d'arriver. Alors, c'est ça, juste pour se présenter un peu. Nous, on est tous les deux du milieu de l'éducation. On a été en éducation pendant une trentaine d'années. On a été formés aussi tous les deux à l'accompagnement spirituel, continue de travailler dans le domaine aussi. Ça fait 7 ans que Bottes et Vélo existe et qu'on fait de l'accompagnement auprès des pèlerins randonneurs. Donc, on s'intéresse à davantage que la marche. C'est la démarche qui nous intéresse tout particulièrement. Et toute notre réflexion sur les pratiques pèlerines est le fruit d'un projet de recherche actuellement mené à l'Université Laval. Alors, on travaille sur les pratiques pèlerines, mais sur la démarche tout particulièrement, en s'inspirant du modèle Compostelle, tout découle de là, d'une expérience de Compostelle faite il y a plusieurs années et qu'on a continué d'approfondir et de réfléchir pour accompagner les gens davantage dans cette expérience-là. Alors, de la façon que ça va se dérouler ce soir, on va avoir 4 temps à la rencontre. La première partie, on va vous parler plus précisément de la démarche pèlerine. Ensuite, on va vous présenter les 4 séjours pèlerins qu'on va vous proposer cette année.
Enfin, troisième temps, on va vous parler, on va vous donner quelques informations techniques plus générales sur sac à dos, bâton, consignes sanitaires aussi, comment ça va se passer, comment on prévoit les choses pour l'année prochaine. Et ensuite, il y aura une période de questions à la fin pour tout ça. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. On va être 1h30 environ ensemble. Alors, à la fin, c'est ça, on pourra prendre le temps. S'il y en a qui veulent même les noter dans la partie discussion, les questions, on pourra y répondre à la fin quand viendra le moment de la discussion. Alors, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, la démarche pèlerine proposée par Bottes et Vélo. La démarche pèlerine, à partir de tout ce qu'on a pu réfléchir, comme je disais tantôt, et de ce qu'on a pu découvrir sur l'expérience qui découle du modèle Compostelle, on se rend compte que le pèlerin est d'abord un lecteur. Aussi surprenant que ça puisse paraître, on s'en va lire quelque chose. On est toujours en train de lire, premièrement, et le pèlerin est en train de lire un chemin. Il apprivoise son chemin en le lisant. Et s'il est lecteur, ce qu'on dit qu'on est lecteur, c'est qu'on lit avec tout notre être, avec toute notre personne. J'y reviendrai tantôt à ça, mais si c'est l'aspect spiritualité de la lecture qui nous intéresse dans tout ça. Parce qu'à la base, la lecture, c'est relier des signes entre eux pour construire du sens. On convient de ça, c'est ça, quand on attache des lettres ensemble pour former un mot, c'est relier des signes entre eux pour construire du sens. Alors, ben, le pèlerin, c'est ce qu'il fait avec tous ses sens quand il va aller marcher sur un chemin. Il y a plein d'informations qui lui sont données. Il attache tout ça ensemble et il construit une histoire à partir de tout ça. Et c'est ce qu'on explore. Donc, on aborde le pèlerin comme un lecteur. On aborde la démarche aussi comme exercice spirituel, c'est-à-dire au sens où les philosophes grecs l'entendaient, c'est-à-dire dans le sens de développer un art de vivre en cohérence avec le fondement de sa vie. Alors, qu'est-ce qui est important dans ma vie à moi? Là, je parle beaucoup, fait que si tu veux dire c'est correct. choses... Moi, j'étais en train de gérer les retardataires. C'est bon. C'est bien. Alors, bon, dans la démarche pèlerine, comme je le disais, il y a des axes de lecture qu'on va aborder avec les pèlerins, avec les gens qui viennent marcher avec nous. Donc, on va observer comment on lit avec tous nos sens, comme je le disais tantôt. Donc, je lis non seulement avec mes yeux, des lettres, des signes, bon, on peut même dire, je vois les nuages, ce soir, le coucher de soleil était telle couleur, il va faire beau demain ou il va mouiller. Mais c'est une façon de lire ça aussi. Hein? On voit avec nos yeux des choses et on les interprète, on les lit. Hein? On regroupe des signes ensemble et on va en déduire quelque chose. On fait la même chose avec nos oreilles, on entend des choses, on déduit d'une chose à partir du son qu'on a entendu. Avec notre nez aussi, on va reconnaître des odeurs qui vont rappeler des choses. On va, juste avec notre peau, hein, je peux sentir, bon, je suis en train de pogner un coup de soleil, ben, lecture de ma peau qui m'informe que, oups, ça chauffe un petit peu. Alors, c'est ça, c'est une lecture qui se fait aussi. On lit en se déplaçant aussi. Hein, on va excusez, j'ai sauté un bout. Avant, on lit avec sa mémoire, on lit avec ses sens, avec tous ses sens, la peau, tout ça. Oui, après ça, on va lire avec sa mémoire. C'est ça que je voulais dire. Alors, on va lire avec sa mémoire. C'est-à-dire que si je suis capable de lire, c'est parce que je m'en souviens, j'ai une certaine expérience de ce qui est en train de se produire, ou en tout cas, je l'associe à quelque chose dont je me souviens. Donc, si on fait un symbole aussi bête que ça, hein, je trace un A avec, ben, si vous savez que c'est un A, c'est parce que vous vous en souvenez et que vous l'avez appris en quelque part que c'était un A. Bon, ben c'est la même chose. Il y a des choses qui se produisent dans ma vie, puis là, je vais les interpréter d'une certaine façon parce que j'ai un souvenir. Ce n'est pas pour rien que le proverbe dit « Chat échaudé craint l'eau froide ». Mais si le chat craint l'eau froide, c'est parce qu'il y a une certaine mémoire où il y a un moment donné, il s'est brûlé avec de l'eau chaude, fait qu'il va avoir peur de l'eau froide. Ben, c'est ça, on lit avec notre mémoire. Ensuite de ça, on va lire en se déplaçant. C'est-à-dire que je ne lis pas toujours du même endroit, je n'ai pas toujours le même angle de vue. Je vais me déplacer, surtout en marchant, je change de point de vue, puis ça m'amène à voir les choses différemment, les voir d'un autre lieu. Et ça aussi, ça change ma lecture, ça me transforme, ça a un impact. Enfin, je lis un texte auquel j'appartiens. Ce n'est pas comme lire un roman où il est devant moi ou regarder un film. Je ne suis pas dans l'histoire. Alors que là, quand je marche, j'appartiens au roman que je suis en train de lire. Donc, ce grand chemin-là que je suis en train de lire, c'est comme un roman, mais je suis dedans. Je suis un des acteurs et j'y participe aussi. Enfin, s'il y a une chose d'importante, c'est qu'on ne lit bien que lorsqu'on lit ensemble. C'est en cumulant toutes nos lectures, et c'est là l'importance du groupe dans une démarche pèlerine, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on échange sur ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé,
qu'est-ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé en moi, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir développer puis aller un petit peu plus loin. Il n'y a pas juste moi qui a raison, il n'y a pas juste moi qui a bien vu les choses, qui a bien compris, c'est que je peux aller bénéficier du regard des autres pour aller un peu plus loin puis m'éveiller à d'autres choses. Alors, c'est ce qu'on explore avec les groupes. Donc, c'est en se déplaçant, on fait cette forme de lecture-là. C'est une façon de lire, hein, parce qu'il y a différentes façons d'aborder, de décoder, lire, c'est donner une compréhension à ce qui se passe autour de nous. Eh bien, ce qui peut être fascinant, c'est qu'on va faire tous le même chemin et à la fin de la journée, quand on revient sur ce qu'on a lu, eh bien, on va découvrir qu'on n'a pas tous forcément lu la même chose. Et si on a lu la même chose, qu'on a remarqué les mêmes éléments, on ne les a peut-être pas compris tous de la même manière. Et c'est là qu'il y a un travail qui va se faire au niveau du questionnement. Enfin, il faut qu'on vous garde un mystère, il faut venir vivre l'expérience pour vraiment bien la saisir. Alors, c'est ça. Cet échange en groupe va devenir très intéressant parce que ça élargit nos horizons. Ça nous donne encore une vision plus large de ce qui s'est vécu, de ce qui s'est passé. Ensuite de ça, bien justement, comme je parle du groupe, puis l'important, c'est comme on ne lit bien que lorsqu'on lit ensemble, bien, on a cette vie de groupe-là sur le chemin qui est importante. Alors, comment on la vit avec Bottes et Vélo, cette vie de groupe-là? Ce n'est pas un groupe qui est vraiment toujours accroché les uns après les autres, hein. Tous ceux qui sont déjà venus marcher avec nous pourront vous le dire. On fait notre chemin chacun à notre façon, on marche chacun à son rythme, on part le matin, puis on se donne rendez-vous le soir. On se dit, on part vers 8 heures le matin, puis on a jusqu'à 4 heures pour faire notre distance. Fait qu'on se donne, on a 8 heures généralement pour faire notre marche. Fait qu'on aménage les pauses là-dedans comme on veut. On le marche à notre rythme et comme on le sent. C'est ça qui va être important aussi, hein, dans les premiers temps, les premiers jours de la démarche. On va vous dire, faites attention à ça. Portez attention à comment vous le sentez, comment vous allez prendre soin de votre corps, de votre machine qui vous permet d'avancer dans la vie. Que chacun trouve son rythme à lui. Alors, comment le groupe se vit? C'est ça, en marchant de cette façon-là. Le soir, quand on finit la journée, bien, avant le souper, tout le monde a eu le temps de faire ses petites affaires, lavage, douche et tout. Et puis, on va prendre le temps, souvent c'est l'heure de l'apéro, alors on se retrouve, tout le monde, on se rassemble pour parler de notre journée. On va faire une relecture de notre journée. On va revenir sur ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé et on va pouvoir échanger là-dessus. Comment j'ai vécu ma journée? Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Qu'est-ce qui a eu un effet pour moi? Qu'est-ce qui a été important? En fonction de l'angle de lecture ou de l'intention de lecture qu'on aura lancé le matin même. Hein? Parce que c'est sûr qu'il y a tout un processus d'accompagnement pour s'inviter à regarder les choses autour de nous de différentes façons, sous différents angles. Alors, bien entendu, tout ça, c'est axé sur la parole. On se parle, on se raconte, on prend le temps de dire les choses. Donc, l'importance de se dire et de parler dans les rencontres, ça prend une bonne place. Ce n'est pas une chose obligatoire, mais on va vous inviter à le faire ou à tenter de le faire à un certain moment donné, de parvenir à faire ça, parce que l'expérience ne prend forme qu'à partir du moment où je la nomme. Quand j'ai mis des mots sur ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose là qui advient, qui peut se produire, ou en tout cas l'expérience se concrétise et je saisis mieux ce que je suis en train de vivre parce que j'ai pu le nommer. Je vais le préciser parce que c'est souvent une question, c'est est-ce qu'on est obligé de participer aux rencontres? La réponse, c'est oui, vous êtes obligé d'y participer, d'y être pour entendre l'accompagnement qu'on va faire, ce qu'on va lancer comme réflexion, entendre ce que les autres ont à partager, mais vous n'êtes jamais obligé de partager. Vous pourrez, et si vous souhaitez partager, vous partagez ce que vous souhaitez partager. Donc, sur le chemin, on marche à notre rythme et j'ai le goût de dire que sur notre chemin intérieur, on chemine à notre rythme aussi. Alors, vous allez pouvoir parler si vous en sentez le besoin, si vous avez le goût. Sinon, quand on marche dans la journée, justement, on peut se retrouver, vous pouvez venir nous voir, Brigitte ou moi, puis dire, hey, bon, il s'est passé telle affaire pendant la rencontre de groupe. Moi, ça m'a interpellé, mais je n'avais pas le goût pour l'instant d'en parler devant le groupe, mais j'aimerais ça vous en parler. Souvent, les gens vont faire ça, vont venir nous voir sur le chemin et dire, hey, j'aimerais te raconter ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi, c'est très bien. L'important, comme on dit, c'est d'en parler, d'arriver à mettre des mots dessus, puis comme je vous dis, bien, de faire cet effort-là, à un moment donné, de la nommer l'expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ensuite de ça, la dernière chose, bien, ça c'est en gros comment se passe
les rencontres et l'accompagnement qu'on va offrir sur le chemin. Puis ensuite, la fin de la rencontre de groupe se termine toujours avec l'exercice à faire pour le lendemain. Sur quoi on va porter notre attention le jour qui vient? Qu'est-ce que je vais observer dans ma lecture du chemin le jour suivant? Le matin, on vous fait un petit rappel aussi avant de partir à ce sujet-là. Dans l'ensemble, tout ça, la vie du groupe aussi, c'est de favoriser l'appropriation d'expérience, donc que vous ayez en tiré le plus possible de cette expérience-là. Et ensuite de ça, favoriser aussi l'autonomie de chacun. Donc, chacun vit son chemin à sa façon. Ça va être important parce que ça fait partie de l'expérience. Déjà, on est un groupe, mais on essaie de ne pas trop scinder, pas scinder, mais fusionner le groupe pour que il y a cette dynamique-là où je sens que je peux avoir ma place, je peux prendre ma distance quand j'ai le goût. Puis si j'ai le goût de me rapprocher, je peux me rapprocher, mais j'ai cette liberté-là. Et c'est ça qui est bien. Trouver mon espace de liberté en relation en même temps. Éric l'a bien dit au début de la rencontre, on est tous les deux issus du monde de l'éducation et ce qu'on a mis en place comme formule d'accompagnement et comme planification de voyage pèlerin, c'est vraiment pour vous faire vivre l'expérience du chemin de Compostelle avec toute cette variété de choix qui s'offre à chacun et cet espace de liberté le plus possible. C'est ce qu'on essaie de vous faire vivre. Alors, ça fait un peu le tour de ce qui se passe en groupe. Qu'est-ce que la démarche pèlerine qu'on propose? Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir en chemin parce que c'est sûr, tout l'élément lecture est très large et très varié avec tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'il y a comme influence sur nos lectures. On se rend compte que des fois, c'est peut-être pas moi qui est en train de lire, c'est peut-être un autre qui est en train de lire à travers moi, qui m'a appris à lire en notre culture, notre famille, notre milieu, le milieu dans lequel on a grandi. Alors, c'est ça, faut faire attention à tout ça. Et c'est des choses auxquelles on tente de vous éveiller à travers la démarche pèlerine. Alors, on va être prêt à passer aux 4 séjours pèlerins qu'on va vous offrir pour l'année. J'ai le goût de rajouter, on ne l'avait pas écrit, mais tu as dit, il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime à travers moi, qui lit à travers moi. Je me suis dit, oh, ça s'en va vers où? Il y en a peut-être qui se sont posé la question aussi. On nous demande souvent, est-ce que c'est religieux? Non, ce n'est pas religieux, mais c'est spirituel, ce qui veut dire qu'on vous amène dans cet espace où je questionne le sens de ma vie. Hein, je suis qui? Je m'en vais où? Où suis-je? À quoi sers-je? Où vais-je? Que fais-je? Toutes ces questions-là. Donc, je viens questionner pour y donner plus de saveur, pour y trouver un espace qui me corresponde davantage. Et l'accompagnement qu'on va se faire dans l'espace de spiritualité de chacun avec les mots et le langage qui convient à chacun d'entre vous. Donc, non, ça n'a rien de spirituel, c'est de religieux, mais c'est un accompagnement qui se veut séculier, mais spirituel, qui questionne le sens de la vie de chacun. C'est vraiment ça. Puis comme je vous disais, on a vraiment cette approche qui est probablement plus, si on regarde dans l'histoire, celle des philosophes grecs qui parlaient d'exercice spirituel quand ils se questionnaient sur le sens de la vie, puis qui regardaient comment ça se passe autour d'eux, puis quelle est ma place dans l'univers et tout ça. Donc, toutes ces grandes questions existentielles-là, on est dans cette démarche-là davantage, puis trouver cet espace-là. Ça n'exclut pas la religion et le religieux, et ceux qui ont une approche et ils ont une croyance, une foi, on les accompagne dans cet espace-là, et ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une mauvaise réponse à ce qu'on est en train de faire. Votre réponse est la bonne, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut retenir. Mais si je disais tantôt, il y a quelqu'un qui lit à travers moi, est-ce que c'est bien moi qui est en train de lire? Je ne faisais même pas référence à du spirituel, je faisais référence vraiment à ma culture et à mon éducation. Des fois, je peux me rendre compte que c'est un parent qui est en train de lire à travers moi parce que ça a influencé ma manière d'être. Puis je suis rendu que je porte un regard sur les choses qui est de telle façon. Hein, je vais être porté à dire ça face à telle situation ou à telle chose. Bien, puis ça vient de mon père, de ma mère, de mon environnement. Il y a toutes sortes de raisons au fait que je vais lire les choses autour de moi d'une certaine façon. C'était surtout à ça quand je dis qu'il y a un autre qui peut lire à travers moi. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le détail de chacun des séjours. Oui, on va faire le tour. Alors là, on va faire des changements d'écran. On va se déplacer pour que vous puissiez voir quelques petites choses. Vous nous direz si vous voyez bien, vous nous ferez un petit signe, vous nous aviserez si ça ne fonctionne pas. Moi, je vais aller chercher un premier. Tantôt, je ne sais même pas si vous avez vu la vidéo qu'on avait mis au début qui présentait l'ensemble des chemins de tout ce qu'on va faire. Bon, attendez, on commence avec la Gaspésie.
OK. On va voir si ça fonctionne. Ça va tout s'ouvrir, oui, OK. Bon, attendez, je vais vous partager l'écran. OK. Voilà. Alors, la Gaspésie, on va commencer avec la carte ici. Vous devriez voir le chemin qu'on se trouve à faire en Gaspésie, qui représente la Gaspésie. La pointe de la Gaspésie. Oui. De Rivière-au-Nord jusqu'à Percé. C'est ça. C'est 130 km de marche qu'on fait sur 7 jours. Et on va, vous voyez ici, Rivière-au-Nord, L'Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers. Ensuite, on va traverser au Cap-Bonamy. Traverser le parc C'est Forillon. ça, on traverse la pointe de Forillon ici, c'est en forêt. On va passer tout près du mont Saint-Alban, qui est un point de vue extraordinaire. Ensuite, on s'en va du côté de Kaposo, on fait le tour de la baie de Gaspé. On va remonter ici jusqu'à Haldimand. Et à Haldimand, on traverse sur le vieux pont de la voie ferrée qui n'est plus utilisé. Et on s'en va du côté de Douglastown. On va marcher ensuite ici le long de la route jusqu'à Fort-Prével. Et on continue ensuite Saint-Georges-de-Malbaie. On s'en vient ici au bar à choix. Et au bar à choix, on va descendre, encore une fois, on passe sur le pont de fer et on traverse ici, il y a une dune de sable qui s'appelle le Coin du Banc, qui fait 5 km de long. On va marcher tout ça sur la plage ici jusqu'au Coin du Banc. On dort au Coin du Banc. Puis le lendemain, il nous reste 8 km pour une finale extraordinaire dans Percé. Donc, on fait un peu de tout. Souvent, on nous demande, marchez-vous juste la 132? Non, évidemment. On fait dès que possible, on vous emmène à l'extérieur de la route. On fait donc du sentier dans des parcs, on fait de la piste cyclable, on fait de la dune de sable et on fait de la petite route secondaire. Mais on fait aussi la route 132. Comme on l'a fait en automne, à la mi-septembre, c'est souvent un parcours qui est très calme et vraiment pas touristique. Donc, c'est très agréable à faire. Et la température est fraîche et juste agréable. Malgré que cette année, on a eu vraiment des belles journées. Il y a eu des journées assez chaudes cette année. C'est toujours surprenant. En septembre, en Gaspésie, on peut avoir de tout. Alors, ce chemin-là, au niveau des difficultés de l'itinéraire, je vous dirais que c'est de moyen je dirais. Moyen facile. Oui, facile à moyen. Facile. Il y a des journées de bonnes distances de marche, mais c'est du plat. Dénivelé, il n'y en a pas gros. Fait que ça, c'est le pire dénivelé, c'est quand on traverse de Cap-des-Rosiers à Kaposo, quand on va passer par le Cap-Bonamy. Ça, il y a une bonne montée. Mais à part de ça, on n'a pas vraiment de dénivelé. Donc, c'est assez plat. C'est un chemin qui se fait, je vous dirais, relativement bien. Quoique la baie de Gaspé, c'est une grosse journée, c'est un 27 km cette journée-là. Mais il y a toujours des options aussi. Hein? Quand on en a assez, on ne vous oblige pas à marcher toute la distance. Hein? Il y a toujours de bons Samaritains sur le chemin qui peuvent vous offrir d'aller vous conduire jusqu'à l'hébergement quand vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est une option qui est là aussi. Il ne faut pas s'imposer des choses. Puis d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on va réfléchir. Hein? Comment je me traite et comment je m'impose, puis comment je suis dans la performance de ma marche. Hein? Est-ce qu'il faut juste que j'arrive au bout ou si je prends le temps de la vivre, ma journée? Au niveau des hébergements, je ne sais pas. Oui, on va repartir. Au niveau des hébergements, c'est comme je vous disais précédemment, on vous fait vivre une approche très compostelle, c'est-à-dire qu'on fait de l'auberge de jeunesse en dortoir, on fait des chambres partagées dans des très beaux hôtels, on fait du petit chalet à partager, donc on fait un peu de tout. Au niveau des repas, bien c'est sûr que c'est toujours, bon, vous avez ici une idée des repas qu'on va prendre. Les repas, les déjeuners, les soupers sont toujours inclus. Les dîners sont libres. Les dîners, on vous indique où vous pouvez manger sur la route. Soit il y a des petits restos, soit il y a des épiceries, ou on vous dit la veille d'acheter un lunch. Ça, vous voyez ici, c'est les rencontres de groupe qu'on fait en cours de route. Et bien c'est ça. Fait que les dîners, vous choisissez quand vous voulez manger et comment, qu'est-ce que vous voulez manger. C'est libre à chacun pour les dîners. Mais déjeuner et souper sont toujours inclus dans le parcours. Fait que c'est pas mal ça pour la Gaspésie. La Gaspésie va avoir lieu du 10 au 18 septembre 2022 cette année. C'est un 130 km. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour le retour, quand on arrive à Percé,
on organise un transport de retour jusqu'aux voitures et on va avoir pu laisser nos voitures au premier hébergement à Rivière-au-Renard sans aucune difficulté, sans frais non plus. Pour se rendre, il y en a souvent qui nous demandent est-ce qu'il y a du covoiturage? Oui, nous, s'il y en a qui sont intéressés, quand le groupe est constitué, on organise un groupe privé sur Facebook et on vous met en contact. On demande qui est intéressé à faire du covoiturage. Et puis, les gens se jumellent et puis vous faites la route ensemble. C'est ce qui se produit à chaque séjour. Fait que ça, le covoiturage, oui, c'est toujours. Puis c'est ça, habituellement, ça s'organise assez simplement. Bon, Prochain on va séjour. maintenant du côté des îles de la Madeleine. Je vous partage le petit vidéo ici. On a, ici, vous avez une carte. Vous avez une carte ici de tous les sentiers du tour des îles. Et bien, justement, comme c'est un archipel, ben, on tourne en rond, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les îles, fait qu'on tourne en rond. Et ça fait une chose, par contre, de différent des pèlerinages linéaires, un peu comme Compostelle ou comme la Gaspésie. On n'a pas à porter notre gros sac à dos à tous les jours. On va faire certaines sections où on va dormir 3 nuits au même endroit. Donc, le lendemain, oui, ici autour du numéro 1, on va dormir 3 nuits dans ce secteur-là. Donc, on va faire des boucles autour qui nous permettent de faire toute cette section-là. Ensuite, on va revenir sur nos pas et puis on va faire l'île de Cap-aux-Meules. Puis ensuite, on va partir avec la dune du Nord et on va se diriger vers Grande Entrée pour faire tout le parcours. Et on termine la dernière journée avec l'île d'entrée. Vous voyez ici sur la carte les sentiers entre vents et marées. Ils ont fait un parcours en 13 étapes. Nous, on le fait en 12 étapes parce qu'il y a une section qu'on ne fait pas parce qu'il n'y a absolument rien, puis on en a fait beaucoup. Oui, c'est cette section-ci ici qu'on ne marche pas. Et en fait, on l'a retiré sous les recommandations de plusieurs participants parce que ça va faire 6 années qu'on fait le parcours des îles de la Madeleine. Et on nous a dit, ben, écoute, dans les recommandations, ça, ben, je ne le referai pas. Fait qu'on l'a enlevé, puis on trouve que c'est une bonne idée. Ça nous permet de profiter du secteur ici qui est vraiment joli et ça fait des journées plus courtes de marche pour pouvoir profiter. On est à la Salicorne pendant 3 nuitées ici. Ça permet de profiter aussi des activités de la Salicorne et des lieux. Alors, le chemin, bien, ça, c'est les sentiers qu'on a vus ici. Alors, vous allez voir comment aussi le chemin, il est balisé. Hein? Ici, on a la façon de baliser. En Gaspésie, ben, ce n'était pas compliqué. On ne vous a pas parlé de balise parce que le chemin, il est bien simple. On dit toujours aux gens, il faut que le fleuve, il soit à gauche. S'il n'est pas à gauche, tu n'es pas dans le bon sens. Fait que tu marches toujours avec le fleuve à gauche, tu ne te tromperas pas. Aux îles de la Madeleine, ben là, c'est un petit peu différent. Il y a plus des sentiers qui ont fait des boucles, on tourne en rond. Fait que, les flèches sont utiles. Alors, il y a 3 façons de baliser les chemins. Vous allez avoir les logos des sentiers entre vents et marées, le numéro 1. Au numéro 2, les flèches jaunes. Et enfin, la coquille Saint-Jacques, parce qu'ils en ont aussi, des coquilles Saint-Jacques, aux îles de la Madeleine. Donc, on vous remet malgré tout un guide qu'on a fait pour vous amener aux hébergements que nous, on a fait. Donc, on vous donne un guide du tracé que nous, on fait sur leur chemin. Oui, on a fait une adaptation là, des sentiers entre vents et marées qui nous permet d'enchaîner tout le parcours. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi le louvoyeur qui va vous être remis. C'est un guide qui est aussi de tous les sentiers qu'il y a aux îles de la Madeleine, mais que vous allez pouvoir faire étamper comme sur le chemin de Compostelle à différents endroits et vous allez avoir à la fin un diplôme de pèlerin, l'Estran, qui va certifier que vous avez marché les îles de la Madeleine. On fait les îles de la Madeleine du 27 août au 8 septembre. C'est un 225 km de marche réparti sur plusieurs jours. Ça se marche très bien. Le niveau de difficulté, j'ai le goût de dire vraiment facile. Il n'y a vraiment pas beaucoup de dénivelé. On nous demande souvent, est-ce que c'est difficile de marcher le sable des plages? Certaines plages sont difficiles. Je dirais la dune du Nord est généralement difficile, mais habituellement, marcher la plage se marche facilement. C'est un sable qui est bien tapé. Le gros défi aux îles de la Madeleine, je vais vous surprendre en vous disant ça, mais c'est le vent. C'est le vent. Quand on l'a dans le dos, on est content. Quand on l'a de face, on trouve ça assez intense, même quand c'est juste 10 km. Oui, il y a des bonnes rafales parfois. On a des journées parfois où on va avoir des vents à 50-60 km, puis même cette année, on a eu des journées qui étaient à 90 km/h.
ça décoiffe. Oui, mais ça nous fait vivre les îles avec une intensité. Je crois que tous ceux qui le vivent à chaque année, la journée de grand vent laisse des souvenirs mémorables. Ça nous donne un goût de la réalité de ce que vivent les gens aux îles de la Madeleine. Au niveau des, Ça fait partie de l'expérience aussi, vraiment, là. Au niveau des hébergements, encore une fois, on vous fait vivre quelque chose de type Compostelle. On n'est pas une agence de voyage, hein, donc on ne va pas au hasard. Si on a décidé qu'on faisait de l'auberge de jeunesse et du camp familial, c'est parce qu'il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à goûter dans ces différents hébergements-là. Et c'est ce qu'on fait. On fait un camp familial, qui est un énorme dortoir. On fait du petit dortoir dans une auberge chic. On fait la salicorne, qui sont des belles chambres partagées. Et on fait l'auberge Madely ou le château Madelino. Là, ils sont en décision ce qu'on va louer l'année prochaine. Mais pour être dans c'est des chambres de grande qualité. Alors, on fait de tout. Quand on est à l'hôtel, vous êtes 2 par chambre habituellement, 2 ou 3, tout dépendant, mais chacun un lit. S'il peut y avoir un couple avec une personne dans l'autre lit, on jumelle les gens selon les disponibilités des chambres et comment ça, surtout le format du groupe qu'on va organiser les chambrées. Mais vous avez toujours un lit par personne, ça, c'est certain, parce que des fois, il y a des gens qui nous le Ah demandent. non, un lit, oui. Oui, On ne jumelle pas des gens qui ne se connaissent non, pas. non, non. Non, ils jumèleront tout seuls s'ils le désirent. Ils Nous, font on ne leur fait choix. pas ça. Mais une question qui revient souvent, c'est si je suis seule, est-ce que je vais être jumelée à quelqu'un? Nous, ce qu'on aime faire, encore une fois, le type Compostelle, c'est de dire, oui, tu vas être jumelé, mais à chaque changement d'hébergement, on va jumeler ceux qui sont seuls, qui connaissent personne, à une nouvelle personne. Ça permet de connaître différents individus, de varier simplement pour ne pas dire, ben, pendant 2 semaines, je suis jumelée à la même personne à chaque fois que je suis en chambre partagée. Non, ce n'est pas dans un contexte très Compostelle. Normalement, je vais me retrouver à dormir dans les dortoirs, je vais rencontrer plein de gens. Ben, on fait la même chose dans nos partages de séjour. C'est sûr que si vous avez quelqu'un, vous dites, je viens avec ma meilleure amie, je viens avec ma cousine, ma fille, ben, on va vous jumeler ensemble, c'est certain. Alors, on est prêt à poursuivre maintenant. On s'en va vers Compostelle. Compostelle qui est le berceau de toutes ces pratiques pèlerines d'aujourd'hui. Et cette année, Compostelle, nous allons le faire du 3 au 28 juillet. Alors, on va reculer un petit peu. OK, je vais vous partager l'écran, que vous puissiez voir tout ça. Alors, le chemin de Compostelle le plus connu, on va marcher sur ce chemin-là qui est le plus connu, c'est le Camino Frances qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago, qui est la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago. Et on marche sur cette portion-là. On va partir de Léon ici et ça va nous donner un 400 km de marche de Léon jusqu'à Santiago. Ensuite, on va aller jusqu'à Finistère. Alors, c'est tout ce chemin-là que vous allez pouvoir marcher jusqu'à Finistère. Ensuite, quand on a terminé à Finistère, on va revenir pas sur nos pas, mais on va revenir en autobus jusqu'à Santiago et on descend vers Porto au Portugal pour finir avec 2 journées dans Porto à la fin, où on fait relecture de l'expérience, bilan et tout. Fait qu'il y a des ateliers déjà qui commencent à Santiago, se poursuivent à Finistère et se terminent dans Porto, mais on n'occupe pas toutes les journées non plus dans tout ça. C'est une partie du temps où on prend le temps de réfléchir, revenir sur notre expérience vécue, puis ensuite, on vous laisse du temps aussi pour visiter, parce que le plaisir est là aussi. Il y a une part touristique dans le pèlerin, c'est certain. On prend en charge les billets d'avion, tout ce qui est train, tout ce qui est autobus en Espagne. C'est sûr que pour vous rendre à l'aéroport de Montréal, à ce moment-là, ça, c'est vous qui l'organisez. Mais à partir de là, nous, on s'occupe de tout ce qui va être transport. Rendu en Espagne, rendu en Europe, en Espagne, Portugal, on s'occupe de tout le transport terrestre de l'aéroport jusqu'au point de départ de la marche, puis à la fin, c'est la même chose. Puis quand on transite d'une ville à l'autre, à la fin aussi, tous les transports sont inclus. Compostelle, la particularité qu'il y a, c'est que Compostelle existe depuis longtemps et ça a connu un boom fulgurant au cours des 20 dernières années. On est passé de 50 000 pèlerins par année en l'an 2000 à 350 000 en 2019 et ça va probablement repartir de plus belle l'année prochaine. Déjà cette année, malgré les consignes,
sanitaires qui étaient beaucoup plus stricts, il y avait beaucoup d'hébergements fermés et tout ça, ils ont déjà vu une nette montée comparée à l'été précédent. Alors, c'est reparti quand même très fort. Alors, on va avoir un... Je suis en train de faire ce que je suis en train de dire. La particularité, c'est qu'on prend en charge tous les Oui, déjeuners et soupers, mais dans ce parcours-là, il y a des moments où on vous laisse en autonomie. C'est sûr qu'on ne vous abandonne pas, on fait tous le chemin, mais il y a des blocs de 3 jours où vous êtes invités à vraiment choisir pleinement la façon dont vous voulez vivre ce chemin-là. On va vous donner les hébergements possibles en route, on vous donne le trajet, on est sur la route. Et si vous ne souhaitez pas le vivre seul et rester avec nous, vous pouvez aussi. Mais c'était vraiment une mais expérimentation en autonomie. que c'est ça, c'est que c'était à ça que je voulais en arriver, c'est qu'on dit séjour semi-autonome pour Compostelle, c'était d'expliquer pourquoi le semi-autonome. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, on favorise l'autonomie du pèlerin, d'apprendre à le vivre par soi-même. Elle est là, l'expérience aussi. Le vivre et voir que je suis capable de le faire et de vivre cette expérience-là par moi-même. Il n'y a rien d'effrayant, on n'est pas en pleine forêt, on n'est pas dans la jungle, on passe d'un village à l'autre, ça se vit bien, c'est possible. Maintenant, bon, on peut y aller en bâtissant notre confiance tranquillement et on va faire par période de 3 jours. Les 3 premiers jours, on est avec vous tout le temps. Après ça, on fait un 3 jours où on va être sur le chemin. On est toujours sur le chemin avec vous, mais vous allez avoir des choix à faire en cours de route. Et comme ça, jusqu'à les 3 jours avant d'arriver à Santiago, là, on se rassemble et on va marcher jusqu'à Santiago ensemble. Entre tout ça, on a des points, des moments où on se retrouve et on fait le point, puis on regarde comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai vécu, on revient sur l'expérience, hein? Puis on continue de réfléchir tout ça. Puis rendu à Santiago, on va ensuite faire une pause là 2 jours, on s'en va ensuite, on continue de marcher, et là, vous allez avoir des choix à faire aussi. Comment j'y vais jusqu'à Finistère? Est-ce que je le marche? Est-ce Je que prends comment l'autobus, je prends prends le le taxi, c'est ça. je le marche au complet, je le marche en partie. C'est vraiment, Chacun c'est de fait vivre son choix. l'expérience. Oui. Puis rendu à Finistère, on passe 2 jours à Finistère aussi. Fait que vous avez le temps de vivre l'endroit, le bord de mer aussi. Puis ensuite 2 jours à Porto. Pour faire une relecture de tout ce qui s'est, tout ce que j'ai pu saisir, tout ce qui a émergé à ma conscience, puis comment je ramène ça à la maison maintenant. Compostelle aussi, ce qu'il y a de particulier, le Camino Frances tout particulièrement, c'est que s'il y a des journées où vous sentez, vous dites, hey, donc, regarde, moi, c'est trop aujourd'hui, c'est difficile, je ne me sens pas capable, vous pouvez faire porter votre sac à dos certains jours. Il y a des services, je pense que ça coûte 5 euros Oui, c'était environ, 5 €. mais là, c'est ça, ça a peut-être augmenté un C'était. petit peu, mais environ 5 euros pour faire transporter votre sac à dos jusqu'au village suivant. Ça se fait sur le chemin de Compostelle. Alors, il y a différents services qui sont apparus, mais c'est ça, c'est qu'il y a des choses partout. On se retrouve toujours dans un village assez rapidement. Les distances ne sont pas trop longues à parcourir pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors, à partir de là, ben, vous allez avoir aussi la crédentiale qui est celle de l'Association du Québec à Compostelle. Vous allez obtenir votre crédentiale. C'est votre passeport pèlerin qui vous donne accès aux hébergements tout le long que nous, on aura réservé d'avance pour vous, sauf les journées où vous êtes en autonomie. Ça, vous avez à faire votre démarche cette journée-là. Ça fait partie de l'expérience aussi. À chaque jour, vous aurez à développer certaines expertises, je dirais, du chemin, à apprendre à être pèlerin par vous-même en toute autonomie. Oui, puis je reviens avec le fait que c'est à la mesure de ce que vous souhaitez vivre et de ce que vous êtes capable de vivre parce qu'on reste avec vous sur le chemin. Donc, la crédentiale dont on va se charger, hein, c'est nous qui allons vous la procurer, vous la donner au départ du chemin. C'est ce que vous faites étamper aux différents endroits. Il y a des étampes partout sur le chemin en Espagne. Alors, ici, ben là, vous allez avoir quelques images du chemin. Le chemin est un petit peu plus... Ah, ici, juste avant, les hébergements. Vous voyez, ça ici, ça vous donne une idée du type de dortoir qu'on réserve pour le parcours. C'est celui de Hospital de Orbigo, l'Auberge San Miguel, où on va à chaque année. On commence aussi à connaître les gens avec qui on fait affaire là-bas. Fait que on choisit toujours de ce type d'auberge-là. Fait que ça vous donne déjà un aperçu de ce que ce sera comme lieu pour dormir. Sur le chemin de Sur le chemin. Compostelle, on fait beaucoup de dortoirs et quand on est dans les villes stratégiques, eh bien, comme Finistère ou comme Santiago, eh bien, on vous êtes en chambre partagée pour que ce soit plus tranquille et que vous ayez
On va profiter un petit peu plus des lieux. Mm. La qualité du chemin, elle est C'est un peu plus difficile. difficile. Oui, ça peut être, c'est plus exigeant. Il y a des bonnes montées. Ça prend un bon soulier pour marcher aussi parce que moi, je recommanderais plus une botte parce qu'il y a des endroits où on va marcher, c'est presque un lit de rivière desséché, il y a des roches et tout ça. Fait que une bonne botte de marche est beaucoup mieux pour faire le chemin. Il y a un bon dénivelé aussi. On a quelques montagnes à traverser. Alors, ça aussi, c'est un petit peu plus exigeant. Je le mettrais de niveau intermédiaire. Ce n'est pas trop exigeant, mais ça l'est. Oh, ça l'est quand même assez, Mhm. c'est ça. Mhm. Alors, l'arrivée à Santiago, la cathédrale, et le kilomètre zéro. Alors, c'était Compostelle pour l'année 2022, du 3 au 28 juillet, un 400 km. Vous avez vu les flèches jaunes sûrement sur les photos, c'est toutes les balises en Compostelle, ce sont les célèbres flèches jaunes. Très difficile de se perdre sur le chemin de Compostelle, oui. Il est vraiment bien balisé. Il y a des flèches partout. Il y a beaucoup de monde qui le marche, oui. fait que on voit toujours un peu c'est où que les pèlerins passent et c'est quoi le circuit qu'on a à faire. Mais comme je vous dis, on est toujours sur le chemin. Vous avez nos numéros de téléphone aussi quand on est là-bas. Vous pouvez nous joindre n'importe quand. Alors, ça aussi, c'est une autre chose qui est pour rassurer aussi dans l'expérience pour ceux que ça pourrait inquiéter. Au niveau des repas, la plupart des déjeuners et soupers sont toujours inclus quand on est ensemble, sauf dans les journées en autonomie. Et les dîners sont toujours libres aussi, hein, c'est sur la route. On n'inclut jamais les dîners dans nos séjours pèlerins parce qu'on laisse les gens libres de choisir, puis on ne veut pas s'obliger à se rattraper, à s'attendre à un endroit, que chacun puisse vivre son expérience en toute autonomie. Il y en a qui demandent combien ça coûte ces journées, combien prévoir de budgéter les journées en autonomie. On peut calculer à peu près un 50 €. Donc, non, 50 $. 50 $. Oui, 50 $. Ça inclut un hébergement pèlerin avec un repas, les repas pèlerins, c'est vraiment un 50 $. 50 à 60 $, vous avez pour vos journées en autonomie. Ensuite de ça, bien, le petit dernier et le petit nouveau qu'on a bien hâte de vous amener découvrir, c'est Chartres-Mont-Saint-Michel. Alors, je vais le lancer aussi. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bon. Ah oui, OK, je ne le voyais pas. OK, je vous partage l'écran. On va voir la carte de ce chemin-là. Le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel, en fait, part de Paris. Hein? Il part de Notre-Dame de Paris et il s'en va jusqu'au Mont-Saint-Michel. En fait, le Mont-Saint-Michel à Paris est un chemin de Compostelle. Ça va faire partie du réseau, ça fait partie du réseau Compostelle. Alors, on avait des personnes qui étaient en attente, je vais les inclure. Alors, c'est ça, c'est un chemin de Compostelle, mais qu'on va faire à l'envers. En fait, il y a des gens qui partent du Mont-Saint-Michel et qui s'en vont jusqu'à Santiago, en Espagne. Assez long comme marche, tout près de 3000 km de marche. Mais ici, nous, ce qu'on va faire, c'est la partie de Chartres à Mont-Saint-Michel. Donc, on atterrit à Paris, on prend le train, on s'en vient à Chartres, à la cathédrale de Chartres, et on va partir de là pour marcher jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc, on va effectuer tout ce chemin ici et on va arriver à cette île du Mont-Saint-Michel où il y a le monastère. Et pour terminer, après ça, on va s'en aller faire notre partie relecture à Saint-Malo. Du côté de Saint-Malo, juste à côté. Et la dernière nuit, on vient la passer, on part le matin assez tôt, le train est très tôt qui part de Saint-Malo, qui s'en vient à Paris. La dernière journée, on va la passer à Paris, la soirée dans Paris, et le lendemain matin, on prend l'avion. Encore une fois, on prend en charge l'avion et les déplacements Paris-Chartres, tous les transports terrestres. Tous les transports terrestres, on s'en charge. Mm-hmm. Alors, c'est le chemin, ça vous donne une idée. C'est la Normandie qu'on traverse. C'est magnifique, c'est très beau, plein de beaux petits villages très coquets à traverser. Chartres-Mont-Saint-Michel est un chemin particulier par contre. En groupe, c'est difficile de le faire. Il y a des petits villages qui n'ont pas beaucoup d'hébergement. Alors, ça nous oblige certains soirs à revenir sur nos pas
on se rend jusqu'à une étape, on termine et on revient sur nos pas dormir au village précédent parce qu'il n'y a pas d'hébergement suffisamment pour accueillir tout un groupe dans ce petit village-là. Alors, on fait ça, puis après ça, le lendemain, l'autobus nous ramène où on était rendu. Puis là, on va continuer jusqu'au prochain village où il y aura un hébergement. Fait qu'occasionnellement, on fait ça. Ce que ça fait, bien, ça fait comme aux îles de la Madeleine, mais ça nous donne des journées où on n'est pas obligé de trimballer le contenu de notre sac à dos au complet. On peut le laisser à l'hébergement. Encore une fois, les hébergements sont très variés sur le chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel. On va avoir des chemins qui sont, c'est-à-dire des hébergements qui vont de l'hôtel à l'auberge, qui est de l'auberge, ça va de l'auberge à, oups, je vais arrêter ici en passant, ça va c'est ça, c'est des auberges communales. On va avoir des hôtels, puis on va avoir même des campings où ils ont des cabines, tout ça en petits groupes. Hébergement insolite. Oui, c'est ça. Alors, c'est varié comme hébergement. Vous allez voir des photos tantôt d'un type d'auberge communale ou à l'hôtel, de quoi ça a l'air. Ici, ce que vous voyez, c'est le carnet du Miquelot. C'est l'équivalent de la crédentiale sur le chemin Compostelle. Alors, c'est votre carnet que vous allez faire étamper dans chaque village et qui va vous donner votre diplôme de pèlerin à l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Alors, avec ce carnet-là. Ça aussi, ça ici, ce sont les balises qu'on va voir sur le chemin. Vous voyez, ils sont faits comme ça. Et ici, justement, je vais reculer par contre. Ce qu'on voit ici, c'est justement, c'est que le mont, oups, il ne veut pas s'arrêter. OK. Bon, alors ce qu'on voit ici, c'est que le Mont-Saint-Michel, ben, c'est ça, les balises bleues s'en vont vers le Mont-Saint-Michel, mais Compostelle est dans l'autre sens. Alors, on va voir les coquilles Saint-Jacques de Compostelle. Vous allez pouvoir dire que vous avez marché aussi une partie du chemin de Compostelle, puisque vous allez avoir fait cette partie-là qui est du côté de la France, qui part du Mont-Saint-Michel. Mais un chemin qui est assez bien balisé, il faut quand même se surveiller. Alors ça, on va vous donner des consignes particulières pour bien suivre le chemin ici aussi. Mais en même temps, on est en France, les gens parlent français, il n'y a pas de problème, on se retrouve facilement. Et encore une fois, vous avez toujours notre numéro de téléphone pour nous retrouver. Alors, les différentes balises que vous allez voir sur le chemin, mais vous allez croiser aussi parfois sur le trottoir, comme on vient de le voir. Ça ici, celle-là, elle est sur le trottoir. Donc, il faut regarder parfois où on marche. En ville, ils vont souvent mettre les balises par terre. Alors, bon, ici à Chartres, le départ de la cathédrale de Chartres. Et on marche dans des petites rues au début, c'est tout petit. On part dans le côté derrière la cathédrale pour commencer, ici au fond de la rue de cette photo-là. Vous voyez, c'est un des petits chemins par où on passe quand on commence. Hébergement en hôtel, ça va avoir l'air de ça. Hébergement communal, ça c'est la cour ici. On voit bon, les petites rues, les petits villages qu'on traverse tout le long. Ici aussi un gîte communal où on a une grande chambre, salle à manger pour le groupe. Puis bien, c'est ça. Les sentiers vont ressembler à des chemins un peu comme ceux-là, quand on n'est pas en ville, ou des routes de campagne, routes de terre comme ça, petits sentiers. C'est vraiment similaire à Compostelle, avec beaucoup moins de dénivelé. Bien entendu, là, la Normandie n'est pas aussi montagneuse que le reste. Et ici, on voit le Mont Saint-Michel. Et ça, c'est sur le Mont Saint-Michel, ici, ces photos-là. Enfin, Saint-Malo, où on va aller terminer dans la ville fortifiée. Et voilà, c'était le Mont Saint-Michel, de Chartres au Mont Saint-Michel. Et Chartres au Mont Saint-Michel, on le fait du 4 au 25 juin, 370 km de marche qu'on va faire. Là aussi, plusieurs déjeuners aussi sont inclus. Puis, on a les dîners qui sont toujours libres, comme d'habitude. Encore une fois, c'est un chemin où on vous recommande quand même une bonne paire de bottes. Le chemin n'est pas aussi difficile que celui de Compostelle, mais n'empêche, les bottes de marche sont beaucoup mieux que juste une chaussure de randonnée. Ça tient mieux le pied, puis ce n'est pas le temps d'aller se fouler une cheville non plus. Avec la botte, on est mieux protégé. Ça fait le tour de nos 4 séjours. Tantôt, on pourra répondre aux questions. Ceux qui en ont, on pourra voir davantage, répondre à des questions plus particulières. On va passer un petit peu plus au côté technique du parcours. Alors, au niveau des
des informations techniques, une première chose qu'on vous demande souvent aussi, c'est le prix. Le prix, c'est toujours que ça ne coûte pas plus cher si vous êtes tout seul. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent hey, moi, je suis tout seul pour y aller, est-ce que ça va me coûter plus cher? Puis souvent, il y a des grosses différences de prix. Nous, on ne fait qu'un seul prix, tout le monde, c'est le même prix, et on partage les chambres et tout, on s'organise pour répartir tout le monde. L'expérience est vraiment selon le principe Compostelle, où on va se retrouver avec des gens différents tous les soirs et c'est l'esprit de cette vie de groupe, la communauté, le village, un village ambulant qui se déplace où on se rencontre et on se retrouve tout au long du chemin. On va rencontrer d'autres pèlerins aussi. Vous allez faire connaissance avec d'autres mondes qui marchent sur ce chemin-là. Alors, mais c'est ça, c'est dans cet esprit-là. Donc, même tarif pour tout le monde, un seul prix, que vous soyez seul ou accompagné, c'est toujours le même prix. Contenu du sac à dos. Le contenu du sac à dos, c'est vraiment très peu. Hein. On va vous montrer une petite image ici. Je vais vous montrer une image du sac à dos qu'on recommande, un modèle de sac à dos qu'on vous recommande. J'étais trop rapide. Il est où? Il n'apparaît pas, mon sac à dos. Ah, OK, il s'en vient. En fait, c'est qu'on ne veut pas un sac à dos de type sac d'école. Ça prend vraiment un sac à dos qui est fait avec une ceinture de taille. Et pour que le sac à dos soit vraiment, le poids du sac soit réparti correctement et que le sac colle au corps. La grosseur idéale, on vous dirait que c'est environ 35 litres qu'on vous recommande pour le sac à dos. Mais encore là, 35 litres, les courroies sont un peu plus minces, moins rembourrées. Fait que 35 litres, c'est pour qu'il ne soit pas trop gros. Il y en a qui vont préférer un 50 litres parce que toutes les courroies sont beaucoup mieux rembourrées. C'est juste que là, ben, on ne le remplit pas parce qu'on peut avoir tendance à vouloir en mettre beaucoup dans un sac à dos de 50 litres. Mais il va être beaucoup plus confortable. Fait que ça aussi, ça va jouer dans le choix du sac à dos. Mais vous voyez le style, pas un sac à dos d'école, ça prend des bonnes courroies, quelque chose qui tient aux hanches. Le poids se porte aux hanches avec le sac à dos. Les bretelles servent seulement à tenir l'équilibre du sac et qui nous tiennent, qui nous collent au dos. Le contenu du sac à dos va varier selon l'endroit où on est, étant donné la météo. C'est sûr que pour aller en juillet à Compostelle, on ne mettra pas la même chose qu'en septembre en Gaspésie, mais on a, pour chacun des séjours, on vous fait des suggestions, des recommandations de quoi mettre dans le sac à dos. La grosse différence, c'est que les 2 séjours qui sont en Europe, celui de Chartres-Mont-Saint-Michel et celui de Compostelle, vous devez porter avec vous votre sac de couchage. Alors qu'au Québec, ce n'est pas nécessaire. Ici, on va vous montrer un peu un modèle type de contenu de sac à dos. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans votre sac à dos? Ça ressemble à peu près à ça ici. Tout ce qui va être, à part les bottes qui ne seront pas dans le sac à dos, tout le reste est là dans votre sac à dos. Vous allez avoir besoin d'un... La seule chose qui n'apparaît pas ici, c'est le sac de couchage là, pour la France et l'Espagne, vous allez avoir besoin d'un sac de couchage. Au Québec, vous n'avez pas besoin de sac de couchage. La laiterie est fournie partout. Mais en France et en Espagne, vous avez besoin d'un sac de couchage dans votre sac à dos. Mais ça ressemble à ça, le contenu de votre sac à dos. Puis une fois qu'il est emballé, ça donne ça comme grosseur. Hein? Fait que le contenu, c'est vraiment pas gros. Vous avez besoin de ce que vous portez quand vous partez, un échange, quelque chose pour dormir, quelque chose de chaud, quelque chose pour la pluie, et puis votre trousse d'hygiène et avec quelques effets pour une trousse de premiers soins. C'est vraiment pas beaucoup de choses. Une paire de sandales pour le soir, que vous ayez autre chose que vos bottes à porter dans la journée, ça fait toujours du bien. Même des fois dans la journée, vous allez peut-être avoir besoin de changer juste pour vous aérer les pieds. Mais là encore, si vous vous inscrivez avec nous, vous pouvez prendre le temps de nous contacter. On va regarder avec vous le poids du sac, le contenu du sac. On va répondre à toutes vos questions. Hein. Il y en a qui se demandent qu'est-ce que j'apporte quel vêtement, poncho, les bas. Vous nous téléphonez, on s'organise une rencontre et puis on répond à toutes vos questions. Au niveau des bâtons de marche, ce qu'on recommande généralement, c'est ce type de bâtons-là qui sont télescopiques. Hein. Il y en a différentes sortes. Ça ne vaut pas la peine de payer une fortune pour des bâtons. Là. Ils sont très légers, c'est très bien ceux-là. Ils ne sont pas dans votre sac à dos non plus. Vous marchez avec. On recommande une
poignée qui est plus le matériel, je ne me souviens pas du nom, mais c'est comme éponge un peu plus, là. Pas les poignées en liège ou pas les poignées en plastique. Les poignées en plastique finissent par faire mal aux mains, le liège, ça finit par puer. Fait que ce type de poignée-là, qui est un peu plus comme un foam, là, vous allez le voir, vous allez le reconnaître quand vous allez le voir. Et puis, avec des clips qui vous permettent d'étirer, hein. C'est juste une petite pince qui serre et qui bloque la partie qui s'étire du bâton. Alors, avec ces bâtons-là, le mécanisme va très bien, il s'ajuste mieux que les bâtons. Il y en a qui aiment bien les bâtons aussi qui se défont avec comme une espèce d'élastique qu'il y a entre comme les poteaux de tente, là. Il y en a qui préfèrent ceux-là. C'est bien, ils sont beaucoup plus chers. Ce n'est pas nécessairement mieux, mais en tout cas, chacun son goût. Nous, c'est ceux-là qu'on recommande pour la marche. Puis ça aussi, en passant, c'est qu'on va vous donner quelques rudiments de la marche nordique, apprendre comment utiliser vos bâtons, parce que ça fait toute la différence quand on a cette technique de marche-là. On fait travailler tout le corps, les bras travaillent aussi, et 25 de notre poids est porté sur nos bras. Donc, pas juste les jambes qui travaillent, tout le haut du corps travaille aussi. Ça donne une meilleure posture. En tout cas, il y a plein de choses, plein de bons effets à marcher avec des bâtons. OK. Alors maintenant, c'est ça, les bâtons. Chaussures ou bottes? C'est tellement personnel comme question. C'est sûr que la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine se marchent très bien en chaussures. Je crois que pour la Compostelle et Chartres, c'est beaucoup mieux d'être avec des bottes. Mais là encore, c'est libre à chacun de voir. On nous demande, est-ce que les Îles-de-la-Madeleine, on peut les faire en sandales? Encore une fois, ça dépend du confort de chacun. C'est sûr que c'est du sable, c'est pas très pratique de marcher avec le sable. On est probablement mieux nu-pieds qu'en sandales aux îles de la Madeleine. Fait que ça, ce sera à discuter. Si jamais vous vous inscrivez, on peut prendre le temps d'en parler. Enfin, trousse de premiers soins, groupe ou individuel. C'est ça. Nous, on en a une. On en a une qu'on traîne avec nous avec d'équipements, support de genoux, support de cheville pour vous aider, différents produits pharmaceutiques. Mais on demande à chacun d'avoir une petite trousse et on vous aide à la confectionner aussi. On vous recommande différents bandages, produits qui peuvent être intéressants à avoir. Et vous devez avoir une trousse avec vous parce qu'on n'est pas toujours ensemble. Alors voilà, c'est simple comme ça. Enfin, s'il m'arrive quelque chose, je suis épuisé, je me blesse, peu importe qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas vous donner de réponse, mais on va faire quelque chose. Mais on ne sait pas où ça va arriver, comment ça va arriver. Fait que ça va dépendre du contexte, mais soyez assurés qu'on va être là, qu'on va vous aider et qu'on va répondre à votre demande d'aide à ce moment-là. Avec Bottes et Vélo, ça va faire 7 ans qu'on organise des voyages comme ça et on n'a jamais eu de situation problématique avec les gens. Il y a toujours une solution. Et comme le pèlerinage se fait de village en village, de lieu habité en lieu habité, on n'est jamais seul. Et puis, en Gaspésie, puis aux Îles-de-la-Madeleine, on a une voiture. Alors, il y a toujours moyen de moyenner puis de vivre une rencontre qui va être enrichissante. Ça fait le tour de nos points. Ah, oui. Il restait le point COVID. Ah oui, les mesures sanitaires. Mesures sanitaires. Peu importe ce qui va arriver, si le gouvernement décide qu'on impose un confinement, qu'on retombe avec ce qu'on a vécu l'année prochaine et que tout arrête, vous êtes remboursé de manière intégrale. Ça, bon, c'est clair tout de suite. Si nous, on annule, vous êtes remboursé intégralement de toute la somme que vous nous aviez donnée. C'est ça. Ensuite de ça, bon, au niveau des mesures sanitaires, on exige le passeport vaccinal. Il y aura des mesures particulières ensuite de ça pour les différents séjours. Au Québec, on les connaît, c'est le passeport vaccinal avec une pièce d'identité. Tout le monde doit avoir ça. Partout où on va, on l'exige. Fait que ça, c'est clair. Maintenant, pour aller en Europe, il y a d'autres mesures. On a besoin du passeport vaccinal. Il y a une déclaration de localisation aussi à fournir. En tout cas, il y a des documents, il y a certains documents. Ce n'est pas compliqué. C'est des petites démarches à faire. On va vous expliquer au fur et à mesure ce qui est à faire
parce que la situation va évoluer et va changer. Alors, on va voir comment ça va se passer. Il y aurait un test à passer aussi avant, dans les 3 jours avant de revenir fait qu'il y a tout ça, c'est des choses à prévoir. On va savoir où aller passer le test. Tout ça sera planifié d'avance et préparé, mais on attend seulement au printemps pour pouvoir confirmer ces choses-là parce que les choses vont réellement beaucoup changer d'ici au printemps. Une chose est certaine, c'est que nous, on va être au courant et on va vous tenir au courant. Et s'il y a des démarches à faire, on va vous accompagner dans les démarches à faire. On l'a fait pour les îles de la Madeleine l'année passée, on l'a fait pour le passeport vaccinal de la Gaspésie cette année. On va être là pour vous et on va vous accompagner dans tout ce brouhaha administratif et réglementaire. Ça complique un petit peu les choses, mais ce n'est pas si pire que ça, là. Il y a une bonne part déjà que vous êtes habitués, que vous avez ici. Les détails différents pour l'Europe, on vous indiquera comment le faire, mais déjà, on a commencé à regarder et ce n'est pas très compliqué à faire. Alors, on en est rendu à la période de questions. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner parce qu'on va vous inviter à ouvrir votre micro. On ne fonctionnera pas juste avec le panneau de discussion aux côtés. Là, j'ai vu tantôt, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait un carré noir. On n'avait pas remarqué que quand nous, on ouvre une fenêtre pour voir les noms des participants ou admettre des gens, c'est ça qui vous fait un carré noir en plein milieu du vidéo. Alors, ce qu'on va faire tantôt en terminant, on pourra le remettre, le vidéo. Vous allez pouvoir le revoir avec tout le parcours, les 4 chemins qu'on vous propose. Mais là, pour poser vos questions, on va vous demander de lever la main. C'est-à-dire que vous avez au bas de votre écran, quand vous bougez votre souris, au bas de votre écran, ou si vous êtes sur une tablette, je crois que c'est en haut, il y a une icône qui dit « Réaction » et vous avez un petit bouton pour lever la main qui apparaît à l'intérieur de ça. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus pour lever la main. Bleu en bas, non? Non, mais je crois qu'on a quelqu'un qui veut prendre la parole. Déjà, on vous entend, votre micro est ouvert. Alors, on va écouter votre question. Je crois que c'est Huguette. Ça se peut-tu? C'est toi. Oui, oui. OK, je vais y Votre aller. micro est ouvert, on vous entend. OK, vous n'avez pas parlé de prix. Oui, les prix. Les prix sont indiqués sur tous les séjours. Pour la Gaspésie, c'est 1 540 $. Taxes incluses. Tous nos prix sont toujours toutes les taxes incluses. Pour les îles de la Madeleine, c'est 2 510 $. Ensuite de ça, pour Compostelle, 3 975 $. Et puis pour Chartres, Mont-Saint-Michel, 4 475 $. Merci. Si vous allez sur le site de Bottes et Vélo, les informations qu'on a données là, vous pouvez toutes les retrouver dans les descriptifs des différents séjours. Oui, vous avez un descriptif complet pour chaque séjour avec le nombre de kilomètres qui est marché, où on s'arrête, par où on passe, il y a les cartes. Les hébergements, qu'est-ce qui est inclus dans le tarif. Donc, une liste pour le sac à dos aussi, vous avez tout pour chaque séjour. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait été si clair. On a fait le tour de tout. Est-ce que... Bien, si ça fait le tour... merci pour toutes ces informations. Mais ça me fait plaisir, Claire. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a d'autres choses qui vous venaient par après, que vous ayez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-nous, appelez-nous. On est disponible, on est là, on va prendre le temps de jaser, de répondre à vos questions. S'il y a des choses particulières, s'il y a des allergies alimentaires, comment on vit avec tout ça. Puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a déjà le tiers, dans tous nos séjours, il y a déjà le tiers des places qui sont parties. Ça veut dire qu'il reste à peu près 12 places dans chacun de nos voyages pèlerins. C'est ça, minimum 18. Minimum 10 dans chaque groupe, maximum 18. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions et que tout va bien, on verra s'il y en a peut-être qui le viennent des questions, mais on va vous redémarrer le petit vidéo du début. Oui, bien, salut Marie-Josée. À un moment donné, on va se revoir, Marie-Josée. Elle écrit « Je recommande à tous, expérience mémorable. » Je suis allée. Bon, attendez. Non, je ne suis pas en partage d'écran. Je vais me mettre en partage d'écran et vous allez pouvoir voir ce petit vidéo qu'on vous a préparé qui montre les 4 séjours.
je vois, il y a une question ici qui est apparue. Donc, le plus difficile est le Compostelle, qui est de niveau difficile. Oui. Bon, je ne mettrais pas de difficile, mais intermédiaire plus. Plus exigeant Oui. physiquement, les genoux, la qualité du sol, de la route, c'est beaucoup plus exigeant. Après, c'est le Mont-Saint-Michel. Je vous dirais que le Mont-Saint-Michel, le chemin de Chartres-Mont-Saint-Michel est équivalent à la Gaspésie à peu près. C'est pas, ça se ressemble beaucoup parce que les dénivelés ne sont pas énormes. Chantal Garon, vous avez une question, ma chère? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez à une préparation physique? Est-ce qu'on devrait penser à quelque chose avant de partir? Super bonne question. Parce que justement, ce qu'on dit aux gens, c'est que ce qu'il faudrait faire, c'est se préparer. Si vous marchez déjà régulièrement, je dirais 1 heure, 3, 4 fois par semaine, là, vous êtes capable de marcher 1 heure, vous avez déjà le minimum qu'il faut. Ensuite de ça, ben, pour marcher, on s'entraîne en marchant. Hein. Comme on part plusieurs jours, l'entraînement se fait et notre corps change très, très, très rapidement. En 1 semaine, c'est fou la différence de ce qu'on est capable de faire. Je donne par exemple Compostelle. Compostelle, on commence avec 2 journées de 15 km. Ensuite, on va augmenter à 20. Puis les gens voient tout de suite la différence. Hein. 15 km la première journée, on part à 8 heures le matin, puis les gens arrivent à 3 heures de l'après-midi. Déjà le lendemain, à 1 heure, la plupart ont terminé. Fait que la journée d'après, on se dit, ben là, je ne peux pas pour finir à 1 heure. Fait que c'est facile de faire 20 km. Fait que le corps change rapidement. Et ce qui est surtout très important, on marche en moyenne 4 km/h. Ça veut dire que si on a une journée de 20 km à marcher, on a 5 heures de marche. On se donne 8 heures pour le faire. Fait qu'il va être très important d'aménager des pauses tout au long de la journée. Fait que c'est à nous de faire le découpage. C'est là, il faut regarder, est-ce que je suis dans la performance? Est-ce que je veux juste me presser d'arriver? Est-ce que je m'inquiète parce que je ne suis pas avec le groupe? Je suis en décalage, je ne suis pas pareil, il y a ci, il y a ça. Peu importe, ça dit beaucoup de moi, ma manière de lire le chemin parle beaucoup de moi. Alors, c'est toutes des choses qu'on va observer en marchant avec les personnes. Puis, vous allez être amené à réfléchir, puis à discuter, puis dire le soir, ben oui, hey, c'est vrai, je remarque ça. Ne serait-ce que je repense à une expérience où on a eu une personne, on donnait avec l'expérience des sens. Observez quel sens que vous utilisez le plus en marchant. Puis il y a quelqu'un qui a réalisé le soir, elle dit, hey, elle dit, je ne regarde rien, moi. Elle dit, quand je marche, tout le monde a parlé des paysages, tout ça. Elle dit, moi, je me regardais les pieds tout le temps. Elle dit, j'étais toujours en train de regarder la terre. Bon, ben, hey, c'est super important d'en prendre conscience. C'est une façon d'aborder la vie. Fait que cette personne-là a pris conscience de ça. Mais bon, ça, c'est juste c'est ça. Ça, c'est ben, la condition physique, ça fait partie de ça. Je m'observe. Est-ce que je m'arrête quand j'ai mal aux pieds? Est-ce que je prends le temps de faire quelque chose ou je dis toujours, ah, plus tard, hein, je m'arrêterai, là, on arrive dans une demi-heure. Dans une demi-heure, l'ampoule avait été faite. Fait que c'est plus le temps d'arrêter. C'est là tout de suite. Quand ça commence, on arrête. On fait juste mettre quelque chose dessus pour éviter le frottement, puis on continue. Ou on se trempe les pieds, ou on se dit, hey, c'est le temps de m'arrêter, puis je fais une pause. Je prends 15 minutes, j'enlève mes bottines, je me rafraîchis les pieds, puis c'est parfait. Fait que c'est ce qu'il faut faire. Fait que non, Chantal, je te dirais, c'est un entraînement olympique qu'on fait. Hein? C'est 5 heures de marche à tous les jours. Fait que c'est rapidement, le corps change et devient meilleur et on ne se rend pas compte de la condition physique. À la fin, on fait vraiment juste la Gaspésie, un chemin qu'on faisait en Gaspésie, on le faisait progressivement de telle sorte qu'à la 6e journée, les gens étaient capables de marcher 30 km. Parce qu'ils ont appris à le découper. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Oui. Je vois une question qui parle de la température en Espagne. Non, en fait, c'était sur la doublure, sur quel type de sac de couchage. Ah. Alors, le sac de couchage, au Québec, on appelle ça une doublure de sac de couchage. Il y en a qui appellent ça aussi en France un sac à viande. C'est pas obligé, le sac de couchage n'est pas obligé d'être un énorme sac très chaud parce qu'en Espagne, surtout en mois de juillet, il ne fera pas très froid. Donc, juste un petit, comme un drap qu'on traîne avec nous. C'est confortable. On met ça par-dessus le matelas qu'on nous fournit. Donc, puis quand on trouve ça facilement. Là, oui, puis c'est léger à porter dans le sac à dos. Et quand il fait froid, ben, les hébergements, ils mettent des grosses couvertures à notre disponibilité. Donc, on peut mettre la couverture par-dessus notre petit sac à viande. Mais en même temps, en Espagne, bon, question de température, oui, on y va en juillet, mais la section qu'on marche,
n'est pas, Elle n'est pas c'est caniculaire. pas, non, il y a Non. des journées qui vont être chaudes, c'est sûr, il faut s'en attendre, c'est l'été. Il va y avoir des journées que ça monte à 30, mais régulièrement, le matin, quand on part marcher, il fait entre 13 et 15. Fait que C'est les la section températures sont fraîche, c'est la fraîches. section fraîche de la Galice, parce que c'est celle qui reçoit beaucoup de pluie. C'est la partie verte. Et on marche souvent dans soit dans un sous-bois, soit dans des tunnels des chemins de vaches. Je ne sais pas Oui, qu'est-ce que c'est, mais mais c'est c'est vrai. des vieux chemins romains qui Des sont vieux creusés. chemins romains creusés. Et c'est ça. Donc, moi, je n'endure pas la chaleur et je dois dire que la partie de la Galice, ça marche très, très bien en juillet. C'est pas la Meseta, c'est pas le centre de l'Espagne. Il ne fait pas aussi chaud qu'au centre d'Espagne, mais il reste que c'est l'été. La partie avant Léon, en plein été, au mois de juillet, ça peut être des températures où il va faire 40-45, mais on commence après ça, nous autres, puis les températures, c'est ça, sont tout de suite meilleures. Puis quand on est en montagne, c'est plus frais. Alors, c'est ça, c'est possible. La température est bonne quand même si on y va en juillet. Est-ce possible d'arriver avant ou partir plus tard en Europe? Oui, ça, il y a moyen d'organiser quelque chose. Il faut nous le dire tout simplement, par contre, parce que là, vous allez organiser votre transport avec l'agence de voyage en ajustant les dates qui vous conviennent. Fait que ça, à ce moment-là, on vous met en contact avec l'agence de voyage. Vous pourrez dire de quelle date à quelle date vous voulez faire le voyage, puis ils vont ajuster à ce moment-là le tarif en conséquence pour des dates que vous choisissez. Là. Fait que ça, j'espère que ça répond suffisamment à votre question pour la possibilité de prolonger le séjour. Nous, c'est du 3 au 28 juillet. Fait que c'est ça. Après ça, ben, si vous décidez d'arriver un peu avant et de venir nous rejoindre, on atterrit à Madrid. On atterrit à Madrid, on prend le train jusqu'à Léon. À Léon, on commence à marcher jusqu'à Santiago, Finistère. On va aller vers Murcia aussi. C'est pendant les 2 jours qu'on est à Finistère, on fait tout le triangle là, qui est de ce côté-là. Ensuite, on revient à Santiago en bus et de Santiago, on s'en va vers Porto en bus. Vous avez 2 journées dans Porto. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, OK, c'est bon, ça a répondu, c'est parfait. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça a été un plaisir de vous partager tous ces beaux séjours. Nous, on a bien hâte de marcher avec vous. C'est toujours une expérience extraordinaire. Oui, toujours. C'est enrichissant. C'est jamais la même expérience, mais elle est toujours extraordinaire. C'est vraiment, oui, on a riche de tout ce qu'on vit avec vous, parce que nous aussi, on vit quelque chose à travers ça. Et on vit les étapes que le pèlerin traverse tout autant que vous. Alors, mais habilité, alors on est capable de vous accompagner, de vous guider dans tout ça à travers tout ce que ça peut brasser tout au long du chemin. Alors, ben, là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et ben, c'est ça, revenez-nous. Téléphone 418-208-5367 ou à info@bottevelo.com. Sinon, visitez le site bottevelo.com. Bonne soirée tout le monde! Bonne soirée!